Quand j'ai commencé l'IMO, j'avais 500 balles sur le compte, j'arrivais pas à payer mon loyer. Je crois que c'était en 2019, pendant le Covid. C'était tous les soirs, de 21h à minuit. J'étais devant l'ordinateur, mais il y avait rien d'autre. Des personnes qui sont alignées avec tes ambitions et ta vision et qui sont prêts à compter leurs heures. Les gars, ils vous faites genre rentrez chez vous avez une femme, des enfants, je sais pas, vous avez des chiens à nourrir, tu vois. Ouais, c'est la liberté que ça t'apporte derrière, tu vois. C'est ça que je recherche. Bonjour et bienvenue sur Wallstalk, le podcast de référence pour les dirigeants et les professionnels du patrimoine qui veulent maîtriser l'intégralité du cycle entrepreneurial et patrimonial, de la création à la cession et transmission, en évitant les erreurs coûteuses de tous ceux qui ont déjà vécu ces étapes. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Sacha Cibon, le fondateur de Vatrium Immobilier, qui va nous parler un peu de son parcours entrepreneurial, de ce qu'il a lancé jusque-là, son positionnement. On va pouvoir en savoir plus sur son activité professionnelle. Et donc, on va te laisser te présenter, Sacha. Ouais, carrément. Bon, Sacha Cibon, j'ai fondé Vatrium Immobilier il y a 4 ans désormais. Ça y est, on a fait la bougie des 4 ans, c'était en janvier 22. Et aujourd'hui, voilà, on est une vingtaine de personnes et on a pour objectif d'être le leader en immobilier neuf d'ici fin 2029. Génial. Et donc, tu fais de l'immobilier neuf sur quel investissement locatif, résidence principale? Alors aujourd'hui, déjà les cabinets, il y en a qui font de tout, il y en a qui font que de la résidence principale, d'autres l'investissement locatif. Le truc c'est que là, en ce moment, l'investissement locatif, voilà, tout ce qui a été LLI, qui a été mis l'année dernière, etc., ça n'a pas été très concluant et beaucoup de cabinets ont mis la clé sous la porte. Nous, heureusement, on n'a pas été impacté par ça parce qu'on fait que de la résidence principale. Donc en gros, on va aller comprend le projet d'un client et on va aller lui trouver sa RP. Donc on est spécialisé là-dedans. Avant de plonger, je pense, sur tout le marché de l'immobilier neuf et de la résidence principale, peut-être qu'on peut faire un petit point sur comment t'en es arrivé à te lancer dans l'immobilier. Ouais, carrément. Yes. Carrément. En fait, moi, l'IMO, déjà, j'ai des parents qui avaient une agence immobilière. Qui ont créé une agence il y a 15 ans et donc du coup j'ai commencé à être baigné là-dedans, je commençais à voir un peu, je ziotais un peu des yeux, j'entendais des choses le soir, etc. Donc déjà ça m'a imprégné. Ouais, donc déjà j'ai pu comprendre. Alors après j'étais au lycée, hein, donc enfin tu vois, je comprenais rien. J'étais là, je pensais à enfin bref, à des voitures, à des meufs et c'est tout quoi, tu vois. Et j'entendais déjà mes parents parler je me suis dit tiens, tu dois trouver ton parcours. Au final, de base je suis parti dans les sites internet, je vendais des sites. Okay. Je vendais des logos, puis après j'ai été commercial dans la formation, j'ai essayé de faire des trucs un peu à droite à gauche et puis un jour je me dis tiens, mets-toi dans l'IMO et essaye, vois ce que font tes parents parce que c'est vrai quand même ils étaient là à me dire tu devrais venir nous voir à l'agence, etc. Je commence à m'intéresser un peu et donc eux ce qu'ils font c'est qu'ils sont dans l'immobilier ancien, ils ont une agence à Rosny et donc du coup j'ai commencé à voir ça, j'ai bossé un peu pour eux, j'ai fait des ventes, puis après je me suis dit tiens, il y a peut-être c'est intéressant, il y a peut-être quelque chose à faire, etc. J'ai commencé à aller voir un peu, d'aller benchmarker qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Donc j'ai regardé, j'ai commencé à faire des stages, je suis passé notamment chez Point de Vente, bonjour David et Jonathan si vous nous regardez, j'ai commencé un peu, mais à l'époque j'étais un enfant, j'avais 18 ans, je comprenais rien, j'étais en découvert, j'avais les yeux écarquillés comme ça, et je me fais penser aux stagiaires que je prends aujourd'hui qui ont 18 ans. Et d'ailleurs même le fait d'avoir vécu ça, j'ai beaucoup plus d'empathie à aller prendre ces gens-là, même si aujourd'hui ils comprennent pas tout, etc., parce qu'en fait on l'a fait pour moi. Et il y a des gens qui ont pris le temps pour moi de m'expliquer alors que j'allais rien leur apporter sur du court terme. Et pourtant ils ont pris ce temps-là. Et ça m'a beaucoup touché. Et du coup aujourd'hui je prends des stagiaires et j'en prends pas tout le temps non plus, mais de temps en temps des stagiaires d'alternants. Et j'essaie vraiment de les voilà, ils viennent pas faire du café et des photocopies quoi. Enfin ils viennent, je leur apprends des trucs, on garde contact, ils m'envoient des petits messages, je réponds. Voilà. Donc pour revenir à mon parcours. Donc du coup je fais un peu de stage ici, puis après je rentre, je commence un peu à faire de l'immobilier neuf, je commence à bosser dans quelques cabinets, je vais à droite à gauche, etc. Et puis au bout d'un moment je me dis en fait ce que j'ai en tête, ma vision de l'immobilier neuf, aujourd'hui je le retrouve pas. Donc ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit Sacha, il faut que tu crées quelque chose à ton image, que tu puisses développer ta propre équipe alignée sur tes valeurs.
Et ça, aujourd'hui, je ne le retrouvais pas. D'ailleurs, j'avais essayé de postuler chez quelques concurrents. Certains m'avaient même pas répondu, je les avais harcelés, j'avais plus d'entretien. Donc, certains ne voulaient pas de moi, d'autres, ça se passait pas exactement comme je le souhaitais, etc. Et bref, j'avais envie de faire mon propre chemin. Et surtout que depuis le début, c'est-à-dire depuis que j'ai ouvert la boîte, j'avais pour mission d'être gros. C'est-à-dire que je me suis jamais dit ouais je vais ouvrir et finalement on va être 1, 2, 3, etc. C'est-à-dire depuis le début, je savais que mon objectif c'était de monter à 30-40 personnes sur du moyen terme et après d'aller chercher d'être le plus gros. Voilà. Ok. Donc voilà mon parcours. T'as J'ai démarré beaucoup parlé mais ouais. déjà avec une grosse ambition. Et quel a été le point de bascule du coup? Tu t'es dit ok là c'est le fait que tu sois refusé dans plusieurs concurrents aujourd'hui? Non, mon point de bascule, c'est pas le fait que je m'étais refusé, c'est le fait que je me sentais prêt, je me sentais mature. Avec le recul, je me dis que j'étais pas prêt à l'époque. Je me suis lancé un peu trop tôt. Alors ça, c'est vraiment parce qu'on pousse aujourd'hui à dire lance-toi, lance-toi, lance-toi. Avec le recul, je me dis quand même que je me suis trop vite jeté sur la création d'une société et que je me suis pris des baffes. Mais vraiment des baffes de management, et pourtant j'ai fait une école de management. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai fait l'ESCA, 5 ans d'école de 5 ans de management, je sortais et que quand j'ai été mis dans le concret et que j'ai vu que en fait les problématiques qu'on rencontre dans la vraie vie avec les personnes n'ont rien à voir avec ce qu'on apprend en fait en cours, c'est là où en fait tu te prends des premières claques et tu te dis waouh, mais tu vois. Il y a la théorie et il y a il y a l'entendre dans un cours parce que quelqu'un te le dit et il y a le vivre toi-même parce que quelqu'un vient et il a la larme aux yeux devant toi et te parle de ses problèmes et que toi tu dois avoir de l'empathie. Et tu sais, moi, tu connais les profils des couleurs rouge, bleu, jaune, vert. Voilà, tu connais le disque, etc. Les personnalités là? Ouais. C'est ça? Moi, je suis plutôt rouge. C'est souvent les gérants, dirigeants d'ailleurs, souvent sont rouges. Et le truc, c'est que le défaut d'un rouge, c'est que il lui manque parfois de l'empathie. Et s'il manquait beaucoup ça, j'avais tendance à venir et dire, ok, en fait, c'est tel horaire, il faut tel truc, il faut rendre tel dossier. Pourquoi t'as pas fait ça? Au début, j'étais très très autoritaire, mais dans le mauvais sens. Et ensuite, donc du coup, j'ai senti que j'avais pas créé, tu vois, une sorte de cohésion. Il n'y avait pas de sympathie et du coup les ventes n'étaient pas là, n'étaient pas au rendez-vous. Et après j'ai fait l'effet inverse, je suis devenu vraiment, je me suis dit bon bah allez Sacha, prends sur toi, c'est pas ta nature mais sois vraiment sympa, etc. Et c'était l'inverse, c'est-à-dire que les gens tu leur donnes ça, ils te prennent ça, tu sais. Okay. Donc du coup dans le deux extrêmes, t'es passé d'un extrême à l'autre. Et après j'ai senti qu'il y avait certains, il y avait trop de proximité, c'était pas bien parce que du coup ils prenaient leurs aides, etc. Et tu vois, c'est vraiment au bout de 3 ans où je me suis dit, donc j'ai ouvert en janvier 22, c'est vraiment en janvier 25 que j'ai eu un déclic et je me suis dit là, faut que tu pivotes. Ça fait 3 ans que tu es comme ça, ça décolle pas. On était une équipe de 5-6, un cabinet classique, comme il y en a beaucoup. Mais pour rappel, mon objectif, c'est d'être 30, 40, 50, 100, 150. Donc, au bout de 3 ans, je restais toujours à 5, 6, 7. Il y en a qui vendaient pas, beaucoup de turnover, ça passait pas. Et c'est là où j'ai eu ce déclic-là et je me suis dit, ok, il te faut une vision, il te faut être coaché, il te faut un bon entourage, il faut t'entourer de meilleures personnes. Et donc du coup, j'ai au fur et à mesure de l'année 2025, séparé de ceux avec qui malheureusement ça n'était plus possible de travailler, j'ai dû reprendre des nouvelles personnes, mais basées sur ma nouvelle vision des choses. Et là, c'est un carton parce que du coup, à partir du milieu 25, eh bien, ça y est, on a vraiment un bon rythme de vente. Et là, on a des très belles expectations pour 2026. Et pour finir, notre prévisionnel du coup de 2025, c'est-à-dire que je m'étais fixé au début de l'année 2025 un prévisionnel de chiffres, eh bien, on l'a atteint à 0,2% près. Donc j'étais pile poil dedans, je suis hyper content. Voilà. Ouais. Pendant que tu es sur une période de stagnation, ouais. À un moment tu as décollé. Ouais. Est-ce que tu t'es fait accompagner à ce moment-là? Tu as parlé de coaching Ouais, parce que je me suis rapproché de certaines personnes qui m'ont aussi partagé leur vision. J'ai rencontré des personnes qui avaient créé des boîtes qui ont été valorisées à des centaines de millions d'euros, voire du milliard. Donc en fait, tu commences à ouvrir ton champ des possibilités et surtout que quand on est entrepreneur, la plus grosse erreur, c'est d'avoir la tête dans le guidon. Mais ça, après, c'est un peu obvious, c'est un peu évident, c'est ce que tout le monde dit, mais c'est vrai. Et moi le premier, et encore aujourd'hui, parfois j'étais dans le guidon, je me retrouve parfois à faire des tâches, ma journée elle passe, et je me dis, putain mais Sacha, aujourd'hui t'as fait quoi? En fait, t'as pas avancé sur ta boîte, t'as fait de l'opérationnel, t'as avancé sur les trucs que t'aurais pu déléguer, tu vois.
Et donc j'ai commencé à avoir cette mécanique-là, et aussi le déclic, c'est que j'ai arrêté de vendre en fait en janvier 25. C'est-à-dire que je me suis dit, Sacha, tu fais du chiffre. J'ai fait en 2020, moi je vais pas prendre 2025 parce que j'ai arrêté en début 25, mais pour 2024, je vais donner une fourchette pour pas donner le montant exact, mais j'ai fait entre 650 et 750 de CA. Toi tout seul? Moi seul. Donc d'honoraires. Commission sur. Ouais, de commission sur les ventes d'appartements. Ouais, c'est monstrueux. Donc aujourd'hui, ouais, je sais que c'est monstrueux. Et c'est vrai, ce sont des vrais chiffres. Donc j'ai mon tableau avec le nom des clients, etc. Parce que des fois, les gens me disent, ah, t'es sûr machin? Oui, je suis sûr, c'est marqué dans mon tableau, donc je sais. Et j'en ai conscience que c'est très fort parce que la plupart des gens qui font ces chiffres-là, souvent, c'est soit qu'ils vont aller taper du marchand. Enfin, je parle dans la transaction, tu vois. Soit ils vont aller faire du marchand. Je discutais avec un ami, je peux parler de lui et je lui demanderai s'il sera OK, mais je discutais avec un ami qui s'appelle Yanis, qui bosse chez Kiosque et qui me disait, en fait, les gens qui font les bons commerciaux, des très bons avec de l'expérience, ils font 300 000 de chiffre, tu vois, dans la transaction. 300 000, 400 000. Et les très très bons, ils passent à du 500, 600, mais tu les connais, ça se compte sur les doigts de la main, quoi, en Ile-de-France, tu vois. Dès que tu passes à des montants comme ça. Et surtout parce que c'est des mecs qui vont soit avoir un très très gros réseau, ou alors qui vont faire des coups parce qu'en fait, ils ont apporté un terrain et ils ont pris 250 000 d'honoraires d'un coup, etc. Donc en fait, ils ont fait une année exceptionnelle. J'ai aucun réseau. Quand je dis aucun réseau, c'est que dans toutes mes ventes, donc sur ce montant-là, j'ai fait que des nouveaux clients. J'ai fait 0 recommandation. Et c'est ça qui est fort. C'est qu'en fait, c'est pas, j'ai pas fait ces montants-là parce que j'ai un réseau que je tiens depuis 10 ans. C'est que t'es quasiment du one shot, tu vois, mais c'est des clients que j'ai rencontrés. Je suis allé à leur rencontre, j'ai compris leur projet, ils m'ont fait confiance et je leur ai trouvé leur résidence principale. Et j'ai fait beaucoup de ventes avec des gros montants, avec une moyenne, je sais plus, à 600, 700 000 de moyenne de vente, donc c'est quand même une belle moyenne. Et c'est pour ça que quand j'ai eu ça en 2024, je me suis dit, Sacha, pourtant, voilà, je reste modeste, j'essaie de rester modeste en tout cas, mais t'as atteint quand même des montants de réservation que je pense voire très très peu de personnes font en transaction en France. Même en toute fin de carrière, alors toi pourtant en fin de carrière, alors que j'avais 26 piges. J'avais 26 piges, donc même tu vois, j'avais encore une tête de bébé, tu vois, je considère encore que j'ai une tête de bébé, tu vois. Mais ouais, donc j'ai fait ces montants-là et je me suis dit, Sacha, si t'as fait ces montants-là, t'as compris maintenant comment ça se passait, parce que là c'était ma 3e année d'Atrium, ça serait peut-être bien de prendre ce modèle-là, de faire une stack qui reprendrait exactement tout ce que tu utilises, tout ce que tu fais, et de la mettre à disposition de personnes que tu recruterais. Et donc c'est pour ça que j'ai arrêté de vendre et je me suis consacré en full time depuis janvier 25 à mettre en place cette stack là. Donc j'ai passé des nuits, c'est là, pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, vous voyez des stories à 4h du matin, je suis devant l'ordinateur, tu vois. J'étais matrixé, c'est-à-dire je ne dormais pas la nuit, j'étais comme ça, j'avais le feu qui bouillait en moi parce que je voulais mettre toutes ces connaissances, et aujourd'hui c'est ce qu'on a fait. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a pris une plateforme, donc j'ai pu retransmettre tout mon savoir, plus en plus on a mis des choses en place dans la boîte où du coup on peut revoir les rendez-vous j'ai enregistré des rendez-vous, j'ai enregistré des visites de moi qui suis en visite avec d'autres clients, etc., pour voir qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire lors d'une visite. Donc vraiment j'ai fait un process où quand tu viens chez Vatrium, d'ailleurs c'est une belle preuve parce que les 3 derniers qui nous ont rejoints, ils ont vendu, alors qu'ils n'étaient pas issus du milieu de l'immobilier, ils étaient issus d'autres secteurs, de l'hôtellerie, bref, peu importe, au bout de 30 jours, 40 jours, 45 jours. Donc, la première vente ? Première vente, premier contrat d'innovation. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, 30 jours plus tard, le mec, il avait signé un contrat. Et aujourd'hui, tu vas bosser dans l'ancien, tu vas bosser, peu importe, dans des trucs, faire une transaction et signer un contrat au bout de 30-40 jours, t'en connais, je sais pas, c'est une vraie question, t'en connais ou pas, je sais pas si t'en connais, mais... Personne dans l'immobilier personnellement. Mais... Voilà, tu connais personne dans l'immobilier, mais en général, l'habitude, c'est plutôt 3 mois. Mais oui, tu bosses dans l'ancien, déjà, tu arrives dans une agence, ils te disent, allez, va faire la pige, tu vois, alors que nous, ils nous donnent les leads, on te donne les leads, c'est-à-dire qu'on qualifie les leads en amont, et on te le donne dans ton agenda sur le créneau que tu veux. Donc t'as pas de pige à faire, on te donne bien les leads. Donc t'as identifié ce qui fonctionnait, t'as standardisé ces process, et aujourd'hui, je partage ces process à tes équipes pour que tu puisses répéter ce qui fonctionne. Clairement, et c'est ce qui fait que même un junior qui, vient de commencer, arrive à faire des chiffres d'un senior dans une autre boîte, parce qu'en fait, il est très, très... s'il suit le process, il est très rapidement opérationnel, quoi. C'est intéressant, tu l'as mentionné,
que toi, tu faisais des chiffres finalement que très peu faisaient, et ce sans avoir de de port, gros ouais. réseau. Comment est-ce que tu as craqué cette acquisition finalement? Comment sans recours, sans Ouais. aller les chercher toi directement, comment tu as pu rencontrer autant de monde et faire ces chiffres-là finalement en étant jeune actif, sans réseau et... Déjà, alors j'ai bien compris la question. Tu as raison parce que j'avais 26 ans. Et j'ai fait aucune recommandation, aucun réseau, c'était pas le fils d'un nom qui m'envoyait les. Vraiment, c'est-à-dire que je le dis, parce que souvent les mecs, tu les vois, et en fait, derrière, ils ont en fait un nom qui fait ça, ou alors ils sont associés avec un très gros, etc. Non, moi j'ai créé la boîte seule. C'est que des contacts, uniquement des contacts que j'allais sourcer parce que j'ai une très bonne acquisition. En fait, et donc c'est grâce à cette bonne acquisition et à des bons scripts et à des bons playbooks que j'arrivais à capter le lead, comprendre sa recherche et après aussi c'est une intelligence tu vois humaine émotionnelle que j'ai et que j'essaie de retransmettre à mes équipes parce que il y a avoir les bons process mais après il y a aussi tu vois avoir cette intelligence cognitive tu vois l'intelligence cognitive elle est hyper importante d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Donc tu vois nous quand tu arrives chez nous au début on va essayer on va te faire parler, on te dit écoute Julien bienvenue chez Vatrium. En fait, tu vois, raconte-moi un peu toi, comment t'es, qu'est-ce que tu fais, etc. Et on va t'aider à comprendre les gens. C'est beaucoup psychologie. Moi, je voulais être psy, tu vois, j'aurais adoré être prof ou psy. C'était quand j'avais 14 ans, 15 ans, je voulais être prof ou psy. Et en fait, finalement, je me retrouve beaucoup là-dedans. Parce que c'est comprendre l'humain. Et j'adore ça, en fait. Tu vois. Donc aujourd'hui, tu as un canal d'acquisition client, Ouais. une offre, 9 RP Ouais. et des process En béton. seamless pour faire la transition. Chirurgical, les process. Et ça, est-ce que ça a été le point de bascule entre la stagnation en 2025 et le pivot et l'explosion que tu as fait jusqu'à présent? Ouais, on peut dire que c'est ça. Ouais. Okay. Parce qu'avant, tu faisais toujours que de la RP dans le neuf ou tu avais d'autres? Non, j'ai toujours fait les RP dans le neuf, mais c'est vraiment après c'est plus un déclic que moi aussi. C'est un déclic que j'ai eu plutôt au début 25. Ça a commencé milieu 24 où je me suis dit il faut vraiment que tu trouves une solution. Et après début 25, vraiment j'ai eu un déclic. Et oui, et tout le long de l'année 25, toutes les semaines, la boîte c'est une autre boîte en fait. C'est ça qui était fou. C'est-à-dire qu'à chaque semaine on arrivait, les collaborateurs ils devenaient fous au début. Ils disaient mais Sacha, tu nous mets des outils, on passe de 1 outil à 10 outils, tu vois. Et surtout que je changeais, j'essayais des trucs. Tu vois, tu faisais un peu de l'A/B testing d'applications d'outils. Donc parfois, tu mettais un truc en place en disant ça y est, les gars, maintenant ça y est. Voilà. Et 2 semaines après, finalement non. Donc c'était dur aussi pour eux, tu vois. Mais maintenant que la stack elle est faite, pour les nouveaux, c'est génial. Quand ils arrivent, ils sont onboardés. Mais d'une manière géniale, tu vois. Les derniers qui nous ont rejoints là, ce qu'on a fait, ils sont arrivés. Au bout du 3e jour, j'ai pris tout le monde. J'ai dit allez, on part en maison. J'avais loué un chalet. On est parti en chalet, on passera peut-être des petites images, j'ai 2-3 trucs, et on est parti faire la guerre dans un chalet, j'ai pris un truc avec piscine, j'ai pris des trucs de traiteur, etc. On a kiffé, tu vois, les mecs sont arrivés, et on a fait ça, et tout mon onboarding après il est millimétré, tu vois, sur plein de semaines, sur qu'est-ce qu'il faut faire, on fait des coachings quasiment quotidien avec eux, avec les nouveaux. Ils peuvent bloquer des rendez-vous dans mon agenda directement, c'est-à-dire qu'ils ont accès à mon agenda, ils peuvent bloquer des créneaux pour pouvoir discuter avec moi de clients, etc. ou leur manager, parce qu'on a 2 managers aujourd'hui. Et on dit souvent qu'on paye soit avec son temps, soit avec son argent. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses que tu aurais pu raccourcir cette période de 3 ans si tu avais été accompagné à ce moment-là? Accompagné, c'est-à-dire Yes, je sais pas, accompagné par une personne qui avait déjà l'expérience. Et les peut-être m'associer, tu veux dire si je m'étais associé peut-être avec quelqu'un ou faire appel à un entrepreneur pour te coacher sur... Qui avait déjà fait ce que tu voulais faire dans l'IMO, qui avait peut-être la même vision. Oui, et d'ailleurs c'est pour ça que les personnes qui m'ont rejoint aujourd'hui comprennent ça. Ils comprennent qu'en fait aujourd'hui ce que j'ai dû mettre en place, c'est pas je me suis pas levé un matin en disant oh tiens en fait je vais appuyer sur un bouton ça marche. En fait ça fait 4 ans et voire même avant ça. En fait, l'IMO 9, ça fait 8 ans que je suis dedans. J'ai commencé, tu vois, un peu avant le Covid. Bon, pour certains, ils vont dire c'est pas beaucoup, parce que ils sont depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le 9. Mais bon, 8 ans, c'est quand même pas mal, tu vois. Je commence à avoir ma petite expérience. Surtout que souvent, les gens me parlent d'années. Et moi, j'aime pas dire que j'ai 8 ans, parce qu'en fait, pour moi, j'ai 20 ans d'expérience. Parce qu'en fait, il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils font ça, mais ils font du 9h, 17h, ils vont prendre leur week-end, etc. Mais moi, je suis un acharné. Donc en fait, mes 8 ans, en fait, moi, tous les soirs, je me rappelle une année, je crois que c'était en 2019, pendant le Covid, c'était tous les soirs, de 21h à minuit, j'étais devant l'ordinateur, mais il y avait rien d'autre. Je sortais pas,
J'allais pas dehors, je faisais pas de resto, c'était 21h à minuit toujours. Et en fait, j'ai eu 8 ans d'espérance, mais en termes de temps passé à apprendre et à comprendre le métier, c'est comme si j'avais autant d'espérance que quelqu'un qui en a 20, tu vois. Bien sûr. Ça c'est marrant parce que les gens oublient ça. Ils disent j'ai 3 ans d'espérance, oui, mais tu bosses combien de temps par semaine, tu vois. Non mais c'est vrai. L'intensité que tu mets va Bien sûr faire que tu progresses beaucoup plus vite qu'un mec qui ferme l'ordi à 17h et qui est pas passionné par le milieu. Le temps et t'as raison, l'intensité, parce que moi j'aime bien dire cette phrase au début, c'est quand je onboard une nouvelle personne, je leur pose cette question et je leur dis ok, tu vas te fixer un objectif à la fin de l'année de faire j'ai n'importe quoi 30 ventes. Ok. Donc quelles sont tes chances de... Non, allez, c'est quoi, je vais te prendre un autre exemple. Quelles sont tes probabilités de gagner 1 million d'euros cette année, en 2026 là? Tu vas me répondre quoi? Tu vas me dire, je sais pas, 1%, 2%, 0,5 ou 0, tu vois? Et maintenant, je vais te prendre la chose de manière différente. Je vais te dire, bon, si tu ne fais pas 1 million d'euros cette année, bon, je prends un exemple un peu extrême, hein, donc voilà, ça va peut-être en choquer certains, mais je tue toute ta famille. Tu vas devoir les faire, hein, tu vas te bouger pour les faire. Ah bah là, frérot, mais il est 6h du matin, t'es debout, hein, s'il faut, tu sonnes aux portes de tout le monde. Et en fait, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le goal? Bah non, on est toujours sur 1 million d'euros. Est-ce que c'est le temps? Non. C'est la même timeline, c'est 1 an. Qu'est-ce qui a changé? C'est ta motivation profonde. Et c'est ça en fait que moi j'essaie d'instaurer à ceux qui viennent chez moi, c'est trouver votre why en fait. Quand tu l'as trouvé ton why, peu importe ce qu'il soit, mettre ta famille à l'abri, moi c'était m'acheter une caisse, tu vois. Je voulais me péter une caisse, je voulais m'acheter une voiture, je voulais m'acheter une belle voiture et c'était un vrai moteur parce que je voyais des gens qui avaient des belles voitures et je me disais pourquoi moi j'ai pas droit à ça, pourquoi, et j'avais pas de thunes. Enfin quand j'ai commencé l'IMO, j'avais 500 balles sur le compte, j'arrivais pas à payer mon loyer, je pleurais, tu vois, et c'était vraiment... Et je pense qu'on a besoin de toucher le fond, tu vois, pour avoir ce retournement. Ouais, pour se créer ce feu, tu vois, en toi. Et je pense que si tu n'as jamais vécu ça et que tu as toujours eu, tu vois, tu as toujours été à l'aise, tu as toujours eu l'argent à foison ou que machin, ou même, voilà. Et t'as pas faim, enfin t'as pas autant la dalle. Ouais, il te manque la faim. Ouais. Et moi, j'estime avoir beaucoup plus de mérite d'avoir commencé l'immobilier, je me rappelle, c'était avant Covid, de ne pas avoir une thune, de pleurer dans mon appartement, j'étais avec ma copine de l'époque, enfin avec mon ex, et donc du coup j'étais pas bien et j'avais rien pour son anniversaire, je me rappelle, je crois que je lui avais dit, je suis désolé mais je peux rien t'acheter ou je sais plus quoi, tu vois. Et quand t'as connu ça après, putain, là il n'y a que t'as. Bah oui. Il n'y a que t'as. Alors que si tout va bien, à chaque fois on te fournit, on te donne un logement, on te machin et tout va bien et voilà, tu vois. Après attention, je dis pas que je viens d'une famille où j'avais rien, mais enfin voilà, ça allait. Mais je devais faire mon propre oseille, quoi. En fait, j'ai passé des années à mettre quelque chose en place aujourd'hui qui est mis en place. Et le truc, c'est que même si quelqu'un viendrait et en fait ferait un copier-coller de ce que j'ai ou quoi que ce soit, parce que des fois on me dit ouais, tu devrais pas parler ça, ça. En fait, je m'en fiche parce que j'avance tellement vite que ma stack actuelle ne sera pas la même dans 3 mois, qui sera pas la même dans 6 mois, etc. Donc en fait, je sais que je vais tellement vite aujourd'hui que j'ai pris le TGV et que j'ai pas peur de ça. De 1. De 2, tu veux te lancer, tu veux être CGP, tu veux machin, tu vois. Bah aujourd'hui, tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé d'aller trouver tes partenariats, tu es obligé de trouver tes trucs, etc. Alors qu'aujourd'hui, bah, si tu rejoins Vatrium, bah en fait, on te met déjà tout ça à disposition. Donc en fait, tu gagnes un temps qui est monstre. Pour eux. Bah oui. Et la barrière à l'entrée, ils n'ont pas à la franchir, ils ont juste à... Ouais. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as des évolutions chez nous, tu as des grades. Donc quand tu commences, c'est au grade 1, puis après tu passes grade 2, grade 3, grade 4, suivant tes performances. Donc quand tu es grade 1, aujourd'hui tu as un peu de rendez-vous, tu as des rendez-vous de type qu'on appelle des rendez-vous de type boost. Donc c'est en interne, on appelle ça comme ça. Donc c'est des rendez-vous plutôt des budgets de 200-300 000. Et après, quand tu passes les grades, tu as des rendez-vous prime où tu vas avoir de plus en plus de gros budgets. Et quand tu as atteint ça, après tu peux créer une équipe à manager. Et dès lors que tu as une équipe que tu manages, moi ce que je propose aux personnes qui sont chez moi, et je le dis dès l'entretien, c'est que si j'ai une bonne proximité avec toi, si je vois que tu comprends le business, si je vois que machin, je propose une association. C'est-à-dire que je te dis, moi aujourd'hui mon rôle c'est quoi? C'est que Vatrium c'est un point de vente en Ile-de-France, on est en train de voir pour ouvrir Lyon, on est en train de voir pour ouvrir peut-être Le Mans, là, et l'objectif c'est de m'entourer des bonnes personnes pour aller ouvrir des agences à droite à gauche et m'associer avec ces personnes-là. Et mon objectif, pas vraiment franchise, pas vraiment franchise, plutôt tout simplement ouvrir des agences. Ouvrir des agences en m'associant avec ceux qui en voudront plus, tu vois, basé sur ce modèle-là qui
qui ne cesserait jamais d'évoluer et qui serait à la pointe du marché. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que petite pointe, mais je recrute certains conseillers parfois qui viennent de la part d'autres cabinets ou même de promoteurs et qui me disent mais Sacha, c'est lunaire tellement tu as de l'avance par rapport en termes d'outils, en termes de mise en place, etc. par rapport à de la concurrence. Et je sais que ces personnes-là, en fait, elles veulent être avec le meilleur et elles savent qu'on avance tellement vite qu'en fait, voilà, elles veulent rester dans le bateau. Donc, je propose dès l'entretien aux gens, écoute, si tu es assez intelligent, tu es assez vif, tu viens chez moi et un jour, tu ouvriras ta boîte et je t'apprendrai à le faire. Et ça, c'est une belle promesse, non? Franchement, c'est clair. Carrément. C'est vrai que certains vont plutôt avoir tendance à chercher à te fidéliser dans le salariat et te garder dépendant de toi en tant qu'apporteur, parce que c'est toi qui apportes les leads aujourd'hui. C'est vrai que c'est une vraie plus-value que tu as et tu pourrais te dire j'en profiter, je vais garder cette valeur que je crée, que j'apporte, garder la majeure partie. Mais tu te dis, tu as aussi la vision long terme de te dire, en partageant un peu de cette valeur-là avec le mec qui a faim, qui est formé, qui s'est déjà bien closer les leads que je lui apporte, je vais fidéliser sur les 15-20 prochaines années, l'intéresser au résultat, l'inciter à toujours faire mieux. Donc c'est smart. Plutôt que de le voir partir le jour où il aura trop d'ambition et assez d'expérience pour créer sa propre agence, tu le gardes en interne et il continue à créer de la valeur en interne. Vous créez de la valeur ensemble. Bien sûr. Donc je pense que c'est un modèle. C'est plutôt que d'aller partir et d'aller faire ça de ton propre chemin tout seul et d'avoir vécu ce que j'ai vécu, de galérer au début, etc. Ou de pas savoir, ou tu as des inconnus, ou même de t'associer à quelqu'un d'autre. Moi je te propose, tu sais que j'étais un recordman de vente, tu vois. Je l'ai fait, je l'ai montré. Tu sais qu'aujourd'hui on est une boîte qui se développe bien. En fait, tu vois, je te propose de faire partie de l'aventure en fait et d'avoir des parts, d'avoir la participation. Tu vois. Et tu as parlé de Paris. Aujourd'hui, c'est le principal focus, en gros, le seul focus. En Lyon fait, et Le Mans. T'as dit quoi? Ouais, non, c'est qu'aujourd'hui on est basé en région parisienne. Oui. Là, on est à Boulogne. On est tous ici et on a des mandataires déjà qui sont sur Le Mans, qui sont sur Lyon, etc. Et on est en train. Le hasard. C'est eux qui viennent là-bas en fait. Oui, c'est eux qui sont là-bas. Ils sont en remote. Un marché. Non, ils sont en remote. Ils sont. Dans le neuf qui est. Non. En fait. Ouais, vas-y, je t'en prie. Dans tout le nord de l'Île-de-France. Voilà, ça détruit pour monter des programmes neufs. Non, en fait, tu vois, on est basé à Paris, mais on vend pas que sur Paris. En fait, c'est ça le hack de notre métier, contrairement à l'ancien, parce que je l'ai fait, c'est que tu peux vendre partout. J'ai vendu des appartements, j'ai n'importe quoi à Honfleur. J'ai vendu des appartements dans des villes où j'ai jamais mis les pieds. Parce que, en fait, c'est la vente sur plan. Les gens nous font confiance parce qu'ils connaissent notre expertise dans l'immobilier neuf. On n'a pas besoin d'aller sur place et des fois, il n'y a rien à visiter. Il n'y a rien. Tu vas sur place, t'as un champ, enfin, tu vois. Donc, t'as rien à voir. Tu vas sur place, tu fais OK, c'est cool. Et après, tu vois. Donc, nous, on va essayer de comprendre qui est le promoteur derrière, qui est sur la maîtrise d'ouvrage, qui est l'architecte, comment c'est construit, comment on peut l'accompagner la personne. On va lui redonner les étapes de construction. On va l'accompagner sur son financement. Tu vois, on va essayer de faire une vraie analyse du projet. Et cette analyse, elle n'a pas besoin d'être en physique. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut vendre à des gens partout, dans toute la France. C'est beau. Et pour toi aujourd'hui, du coup, tu préconises d'acheter sa RP dans le neuf plus que dans l'ancien. Quels sont les avantages en 2025-2026 maintenant d'acheter sa RP neuve plutôt que dans l'ancien? Alors, je vais te dire, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Okay. Acheter sa résidence principale, ça peut être bien et dans le neuf et dans l'ancien. Ça va dépendre de ton profil et de tes envies. Déjà, financièrement, si tu es éligible à des aides dans le neuf, parce que tu respectes les plafonds, eh bien en fait tu vas aller voir ta banque ou ton courtier, surtout le courtier, parce que les banques ne s'y connaissent pas trop en pré-aidé, et donc ton courtier va te dire écoute, tu vas acheter dans l'ancien, tu peux acheter aujourd'hui 300 000 €. Et grâce à toutes ces aides-là auxquelles tu as le droit, et aujourd'hui les aides, il y a un bon 70%, 80% des gens aujourd'hui qui ont le droit quand même, donc c'est quand même beaucoup. Prêt à taux zéro sur une tranche. Quelles sont les aides T'as dit quoi? Quelles sont les aides? En fait, des aides, on a plein. Mais tu as le prêt à taux zéro, mais aussi tu as le prêt sur le DPE. Okay, parce que si tu achètes avec un bon DPE aujourd'hui en France. Tu as des aides pour ça? Exactement. L'État te prête 20-30 000 € environ à taux zéro. Donc si tu achètes un bon DPE, c'est quoi? C'est acheter du neuf, ABC. Eh bien, tu vas avoir 30 000 € à taux zéro, et un calcul simple, retenez 30 000 € à taux zéro, c'est 15 000 € d'intérêt, c'est la moitié. Donc si j'ai 30 000 € de prêt à taux zéro, c'est 15 000 € d'intérêt que j'économise. Reprenons mon exemple, j'aimerais me loger, j'aimerais acheter ma résidence principale. Si je vais voir mon courtier et que je suis éligible au prêt aidé, au lieu d'avoir mon budget 300 000 €, donc j'ai mon budget dans l'ancien à 300 000, j'ai mon budget dans le neuf à peut-être 360. Mais c'est énorme, c'est 20% en plus.
Et en fait, ces différences-là, eh bien, c'est ce qui va nous permettre d'acheter dans le neuf à 360 versus l'ancien à 300 et de payer tous les mois les mêmes mensualités. Donc en fait, la personne, l'acheteur, remboursera la même chose auprès de sa banque. Mais par contre, aura une meilleure capacité. Dans le cas par contre où il n'y a pas ces aides, c'est un peu plus dur déjà, parce que le combat il est un peu plus dur, mais dans le neuf, on a énormément d'aides, puisqu'on a les frais de notaire qui sont réduits La TVA. à 2%, la TVA réduite, donc il permet d'acheter avec une TVA à 5,5% au lieu d'acheter avec une TVA à 20%. Tu vas avoir des charges de copropriété et de chauffage aussi. On va avoir du chauffage qui vont être Énergie en général. énergétique, consommation énergétique en fait. J'en ai un là qui habite dans du neuf à l'agence, dans un 2 pièces à Saint-Ouen, oui, dans un 2 pièces à Saint-Ouen au doc. Il me dit qu'il paye pour un 40 mètres carrés, littéralement 40 € par mois, même Des pas, charges liées au... de chauffage. Alors que tu prends un logement dans l'ancien, j'ai déjà vécu dans l'ancien dans un 2 pièces, je connais des personnes, ils payent des 150 € tu vois, par mois. Donc là, il a 40 balles. Bon, même moins que ça, je crois qu'il a 30. Enfin bref, donc tu vas économiser là-dessus. Tu vas économiser, donc je disais, les garanties, les frais de notaire, TVA. la TVA, bref, t'as une Les panoplie dépenses de... énergétiques, c'est vrai qu'à tous les bout à bout, ça fait un gain qui est substantiel. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé à tout ça, mais entre les intérêts économisés sur l'emprunt, le fait que le bâtiment soit une passoire thermique, que tu vas pouvoir réduire drastiquement tes charges fixes. Et la revente. En fait, ce que les gens ne pensent pas, c'est que la durée de détention en moyenne d'un bien en France, c'est 7 ans. Ok. Donc, tu vas acheter ton logement aujourd'hui. Le neuf, c'est en moyenne 15% plus cher, 15 à 20% plus cher que l'ancien. Ok, donc ça, il faut le savoir, on le sait. Et d'ailleurs, même ce qui est marrant, c'est qu'on le dit, on dit à nos clients aussi, on a accès à l'ensemble de l'offre du neuf dans toute la France. Donc on a plus de 45 000 appartements et maisons. Mais 90% de ces logements à la poubelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont trop chers, qui ne sont pas de bons constructeurs. Et en fait, nous, notre rôle, c'est quoi ? C'est tu viens chez nous, chez Batrium, et on va aller t'aider à trouver les 5-10% des bons programmes, et en te disant, parce que nous, on connaît les bons des mauvais, on connaît, tu vois, et on va aller te choper les meilleurs projets, et on va te dire, bah, tu vois, ces projets-là, pour toi, dans ta situation, c'est intéressant. Et si ça l'est pas, si t'as pas d'aide, s'il n'y a rien dans ton truc, bah on te dira en fait, bah écoute, il n'y a rien, attends ou va dans l'ancien si tu veux absolument te loger. Tu vois, on n'est pas dans un objectif de on va forcer la vente. En fait, on n'a pas besoin on fait tellement de publicité, on a des budgets publicité immenses, on a tellement de leads qu'on ne force pas la vente. Et ça, les clients le sentent et ils adorent. Tu vois. Ah, on sait en ce moment qu'il y a le projet du Grand Paris qui va développer énormément d'infrastructures en Ile-de-France. Okay. Comment ça impacte le marché du neuf aujourd'hui en Ile-de-France ? Notamment l'arrivée de nouvelles stations de métro dans des villes qui jusque-là n'étaient pas desservies. Comment ça impacte la valo de l'IMO dans ces villes-là ? En fait, l'arrivée des nouvelles lignes de métro a fait boomer les prix d'un bon 10%, 15% parfois. Donc ça a déjà été pricé là. Alors, dans des villes où le métro est arrivé, prenons des exemples concrets. Saint-Ouen, la ligne 14. Pfiou, c'est arrivé. On vendait Saint-Ouen en TVA réduite avant. Donc on avait des lots à 4500, 5000. Il n'y a pas si longtemps. Le mètre carré. Ouais. Là, après, on s'est mis à vendre depuis le Covid à des prix à 6-7 000 du mètre. Okay. Et là, on retrouve même parfois des projets, alors des très beaux projets avec des étages élevés, des belles terrasses, etc. Mais tu montes à des 8-9 du mètre. Donc les mecs qui ont acheté 4-5 000, ils sont contents. J'ai une histoire assez drôle. Je peux raconter une anecdote, c'est que j'ai une cliente qui a acheté à Saint-Ouen, histoire véridique, sur plan, au début de la construction de Nexity, qui a revendu son plan 1 an et demi après. C'était pas encore livré. Elle a revendu son plan. Et elle a vendu plus cher. Elle a fait du bénéfice. Donc elle a signé un plan, elle a revendu son plan. Elle a flip, elle a même pas attendu que le projet sorte du terre qu'elle avait non. Un an et demi. C'est énorme. Elle a mangé par la TVA ? Non, elle a pas acheté en TVA réduite. Ah oui, ok. Elle a pas acheté en TVA réduite. Et par contre, elle s'est fait avoir n'importe quoi. Elle s'est fait taxer sur sa plus-value parce que c'était pas sa résidence principale, puisqu'elle était déjà propriétaire de sa résidence principale. Donc, c'était un autre bien qu'elle avait acheté. Donc, malheureusement, elle a été taxée dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, acheter du neuf, bien fait, de la bonne manière, c'est rentable et ça rapporte de la plus-value. J'en ai plein d'histoires, même des personnes qui ont acheté à Beson il y a 10 ans.
à Besançon à 10 ans que c'était lunaire les prix par rapport à aujourd'hui. J'en connais plein d'histoires des personnes qui ont acheté j'en ai en tête, il a acheté 130 000 à Besançon et son appartement 10 ans plus tard il en coûte 200, 210. Tu vois, donc et c'est financé, tu vois, il y a un locataire qui paye ton loyer, elle a mis un peu d'apport, c'est-à-dire qu'elle a mis 10 000 euros et 10 ans plus tard on lui dit tiens ton appartement il vaut 200 et en plus de ça on a remboursé déjà une partie. Incroyable, elle a mis 10 000 euros. Et donc est-ce que quand les personnes cherchent une RP en ce moment dans le neuf, elles se positionnent aussi sur le Grand Paris à venir? Alors beaucoup regardent, en fait ce qui est marrant c'est que nous ce qu'on fait c'est quoi? C'est que les gens viennent vers nous avec une idée en tête et nous on va essayer de ouvrir leur esprit en disant ok peut-être qu'aujourd'hui vous cherchez sur Issy-les-Moulineaux, Clamart, Vanves, c'est votre zone de prédilection parce que vous avez votre famille, vos amis. D'accord. Par contre, eh bien peut-être qu'en allant un peu plus loin, on va aller chercher des villes où il y a Grand Paris, où vous pourrez avoir peut-être 30-40% de surface en plus au pied d'un métro. Et le métro il va arriver dans 2 ans, vous allez être livré dans 2 ans, donc parfait. Et quand ça va arriver, vous allez vous prendre une hausse des prix parce que forcément partout où le métro il arrive, les gens ils veulent désormais habiter, il y a beaucoup plus de demandes locatives, donc les gens ils veulent habiter, donc forcément les prix augmentent. Et du coup, vous allez acheter plus grand pour moins cher et investir. Aujourd'hui, tu vas acheter à Issy-les-Moulineaux, tu payes déjà plein pot, tu payes déjà 10 000 du mètre. Il y a des programmes qui sont rendus Cogedim, le cœur de ville, 13 000 du mètre. 13 500 à Issy-les-Moulineaux. Ah ouais. Et surtout qu'en 5 ans, la question de la TVA, elle est réglée. Quand tu achètes ta TVA réduite, tu dois rester sur ta RP 5 ans. Alors c'est 10 ans. Quand tu achètes un bien en France, la TVA est de 20%. Okay, la TVA normale. TVA classique. Ouais. Voilà, TVA classique normale. Il est possible d'acheter avec une TVA réduite. Donc au lieu de payer 20% de TVA, tu peux acheter ton bien avec seulement 5,5% de TVA. C'est quoi les conditions à remplir pour en bénéficier? Donc les conditions, c'est qu'il faut que tes revenus d'il y a 2 ans, donc ton avis d'imposition, tu regardes celui d'il y a 2 ans, donc tu regardes ton avis d'imposition 2025 sur tes revenus 2024, ok, revenus 2024 parce qu'on est en 2026, et il faut que ces revenus soient inférieurs à un certain plafond. Le revenu fiscal de référence, tu prends ta première page d'avis d'imposition, tu prends au milieu à droite, ce qui est en gras. C'est ce montant-là. Et attention, c'est pas suivant le nombre de parts, mais il y a plein de calculs. Et donc c'est pour ça qu'il faut nous contacter pour savoir si tu es éligible. On regarde ça ensemble. Magnifique petit appel à Magnifique petit appel à l'action soft. Et donc du coup, attends, je vais juste finir ma notification de TVA, c'est que en achetant avec une TVA à 5,5%, ça permet de... Ton voisin, en fait, il a acheté à 500 000 euros. Et toi, tu vas acheter à 400 et des poussières, ok. Qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vas revendre? Ton voisin, il va le revendre à 500, il va vouloir le mettre en ligne à 500, et toi, tu l'as acheté à 400 et quelques. Bah quoi, tu vas le mettre à 500, tu vas le mettre comme lui, tu vois. Donc tu sais déjà que tu as acheté moins cher que ton voisin. Et ça, c'est hyper intéressant. Et surtout que j'en ai plein des histoires de personnes qui ont acheté en TVA réduite, et qui après ont revendu, ont fait une plus-value, ou alors qui l'ont mis en location. Attention, quand on achète en TVA réduite, on n'a pas le droit de revendre ni de mettre en location dans les 10 ans. Sauf, et c'est là où j'ai un petit sourire aux lèvres, si j'ai une naissance, si je me paxe, si je me marie, si je divorce, ou si j'ai une mutation professionnelle, ou si j'ai un chômage de plus de 6 mois. Qui est une cause légitime de changer de logement pour... Exactement. L'État te dit, on te fait un cadeau de TVA, au lieu de te demander 20%, eh bien on va te demander 5,5%. C'est ce qu'on appelle un cadeau, hein. Voilà, malheureusement il y a de la TVA quand même à payer, mais en tout cas ils nous font une bonne remise sur le prix. Mais par contre la contrepartie c'est que je n'ai pas le droit de vendre. J'achète en TVA réduite dans ce logement-là. J'ai des naissances, j'ai mon fils qui est né, c'était pas prévu, etc. Bon, j'ai une naissance. Ou alors je divorce, etc. Il faut que les gens puissent revendre quand même, parce que si tu n'avais pas mis ce dispositif dans lequel les gens pouvaient sortir de ça, bah ils revendraient et ils seraient tu vois, redevables de TVA et donc ils devraient rembourser et là tu mettrais des gens à la rue quoi. Et ces causes, est-ce qu'elles sont liées aussi au fait de devoir réacheter une autre résidence principale, ou alors tu peux repartir en location? Ah non, tu peux réacheter après en TVA réduite, ouais. Okay. Non, tu peux revendre et après tu peux réacheter en TVA réduite tant que tes revenus N-2 sont en dessous d'un plafond par nombre de personnes, c'est toujours éligible. C'est toujours éligible. Par contre, c'est le Prato zéro. Ou le Prato zéro, c'est il faut ne pas avoir été propriétaire dans les 2 dernières années. Donc si tu revends, tu ne pourras pas bénéficier de ton Prato zéro dans les 2 ans. Yes. Ok, très clair. Très clair.
peux enchaîner les opérations comme ça et bénéficier à chaque fois de tous les... Malheureusement non, les petits malins qui pensent à acheter à prêt à taux zéro tous les ans et mettre en location, c'est pas possible. Alors après il y a des cas où on peut derrière le mettre en location, mais pour ça si ça intéresse certains de savoir, faut nous contacter, on vous explique. Très clair. Et du coup, toi, tu as vocation à continuer à croître, à développer les forces commerciales de Vatrium dans les années à venir. Pour toi, quelles sont, pour un jeune agent IMO qui sort d'études, quelles sont les raisons pour lesquelles il devrait rejoindre Vatrium plutôt qu'une autre agence IMO? Parce qu'on est les meilleurs. Non, pourquoi nous rejoindre nous par rapport à une agence immobilière? Tout à fait. Il n'y a pas photo. Déjà, je peux le dire parce que j'ai été dans l'ancien. C'est-à-dire que un mec qui n'a pas été dans l'ancien, tu vois, c'est facile de faire du trash talk sur la concurrence ou sur d'autres métiers quand tu connais pas. Mais j'y suis passé. Et en fait, dans l'ancien, tu dois aller toquer aux portes, faire la pige, trouver les mandats, te faire un nom. Ça peut prendre plusieurs mois. Et au bout de ce temps-là, tu dois ensuite, une fois que tu l'as rentré, tu dois le revendre. Et en plus de ça, tu es payé 20% à l'entrée, du coup, et 20% à la sortie. Donc souvent, les mecs, au début, peut-être parfois, ils te font rentrer des produits, mais c'est pas toi qui les sors. Donc tu as rentré quand même le truc, mais tu as pris que 20%, tu vois. En plus de ça, il faut faire des visites tout le temps. Donc parfois, j'ai des gens immobiliers qui me disent, mais cet appartement, j'ai visité 15 fois, tu vois. Donc ils en peuvent plus. Ils doivent bouger tout le temps, etc. Donc ça, c'est pour l'ancien. Et en fait, ce qui est génial avec le neuf, c'est que c'est la même chose que l'ancien. Sauf que toutes les parties négatives, on les a coupées. Pourquoi? Parce que les visites interminables aujourd'hui dans notre processus de vente, etc. On VFA là. Déjà en VFA, c'est un PDF. Voilà, tu peux visiter ton pays. non mais voilà, donc déjà, non mais après on a des programmes qu'on peut visiter. Non mais ce que je veux dire pas, c'est que dans notre processus, on fait en sorte de pas non plus faire 15 visites. On pose bien les bonnes questions au début, etc. avant de se déplacer. Moi, pour que j'aille visiter, mais il faut que le client il marcelle. Mais vraiment, c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'il faut qu'il marcelle pour que je sorte de mon bureau. Non, mais c'est sérieux, c'est très vrai. Et parce que justement, je sais que j'ai pas du temps à perdre, j'ai beaucoup de clients. Et en fait, je me déplacerai pas. Un mec qui m'appelle qui me dit ouais, bonjour, je peux visiter. Là, vous avez un programme. Non, alors déjà, on se pose, on va parler quelques heures ensemble, on va s'expliquer. Je vais vous parler du neuf. On va voir si vous pouvez l'acheter oui ou non. Et après, on ira visiter. Si peut-être ça correspond. Donc moi, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à beaucoup vendre, c'est que je mettais souvent des gros freins. Tu vois, je l'ai pas. Tu vois, quand tu cherches aujourd'hui à acheter un bien ou louer un bien, je sais pas, tu appelles des agents immobiliers, les mecs tout de suite ils disent oui, bien sûr, on se retrouve sur place et ils te font aucune découverte en fait. Tu vois, ils te connaissent pas. Tu te retrouves sur place, tu t'arrives comme ça, ok, enchanté. Et le mec il te montre l'appartement, il te regarde comme ça et ok, bon, merci, au revoir. Et ça, c'est agent immobilier bidon, tu vois. C'est pas si t'es éligible, il t'a posé aucune question, il t'a pas qualifié. Bien sûr, il connaît rien de moi, il me fait visiter, il me pose aucune question, il me présente son appartement. Il a rien compris. Pour un taux de signature ultra faible. Il a rien compris, le mec. Donc pourquoi le neuf c'est génial? Parce que on fait pas de visite, ou on en fait beaucoup moins. On n'a pas de produits à aller chercher. On a 45 000 biens à vendre, plus de 45 000. On te donne les biens, on te donne les clients. Et toi, ton rôle, c'est d'aller faire matcher les deux. Faire matcher. Et pour ça, on t'accompagne quotidiennement, en plus. Puis comme ça donne bien. Hein. Et aujourd'hui, ils sont salariés, indépendants, quand ils rejoignent Vatrium? Tout le monde est indépendant. Tout le monde est indépendant. Tout le monde est indépendant pour plein de raisons. Je sais pas si... Bah si, bien sûr. Il y a beaucoup de... Moi, je travaille avec beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine. Qui se posent la question au moment de se développer. Est-ce que je recrute un salarié? Que je recrute un mandataire, un indépendant qui a travaillé sous mon nom, sous ma marque? Comment toi, tu as pris la décision? Et pourquoi aujourd'hui tu restes du coup sur ce modèle? Alors c'est une très très bonne question. Je vais répondre, je pense, en partie. Je donnerai pas tout. Alors c'est marrant parce que en plus c'est une question que parfois des personnes qui se lancent m'appellent en me posant la question. Ça m'est encore arrivé il y a 1 mois, 2 mois, un mec qui sortait, bon je peux pas dire en fait, je veux pas dire qui c'est, mais un mec qui sortait d'un promoteur qui voulait se lancer en tant qu'en gestion de patrimoine. Et il m'a appelé, il m'a dit ouais Sacha, je te suis machin sur les réseaux, etc. Et en fait j'ai une question, toi tu as des indépendants, des salariés, ok, comment tu fais ça, donc c'est une vraie question que les gens se posent, tu vois. La raison pour laquelle j'ai pris des indépendants, et c'est pas le bon choix. En fait, il n'y a pas de bon choix, c'est en fonction de toi. Peut-être moi, ça me collait plus, mais il y en a d'autres qui vont préférer prendre des salariés. Moi, pourquoi ça me colle? Parce que je voulais des personnes qui partagent la même vision que moi. Pour Vatrium, au moment là où on est encore à un stade de croissance rapide. J'ai besoin de personnes qui vont être actives.
Dis ce que tu penses réellement. Ouais, non mais en fait, non mais Drivés justement, par la performance, quoi. ouais, c'est qu'ils ont, ouais, exactement. Bah, ils sont, c'est des personnes qui sont drivées par la performance et que aujourd'hui, j'ai envie de m'entourer de personnes qui sont ambitieuses pour créer les bases de Vatrium. Yes. Et je pense qu'une fois que j'aurai la base de ma pyramide d'indépendants, on arrivera sur peut-être les prochaines années à du salariat pour le reste de la pyramide. Mais en tout cas, au début, j'ai besoin de personnes qui sont indépendantes parce que, comme je l'ai dit, je vais m'entourer de personnes qui ont envie de développer Vatrium. Et ce sont des gens qui, en fait, vont m'appeler parfois à 23h pour me dire « Ah Sacha, j'ai pensé à ça ». Ou alors qui vont faire des tâches annexes et ils sont même pas rémunérés en plus dessus. Mais c'est juste parce qu'ils ils croient tellement au projet. Ouais. C'est intéressant. Et pourquoi, selon toi, plus tard, ça vaudra le coup de faire ce switch et de recruter du salarié? Je prends un exemple, tu vois. C'est plus la gestion de patrimoine. Mais dis-moi. C'est des gros réseaux de mandataires indépendants, des LEA, des Predictis qui sont basés et fondés sur ce modèle-là, qui ont pu scale très vite, très fort parce que des charges fixes minimes. Le mandataire, il est bon, il collecte, il a un billet sur sa collecte. Il est pas bon, il collecte rien, au bout de quelques mois, soit il se décourage tout seul, soit on le pousse vers la porte et puis il aura pas coûté grand-chose. Et donc pourquoi, selon toi, ce switch tôt ou tard va devenir censé de recruter du salarié et pas de continuer à scaler avec du mandataire? C'est une très bonne question et en fait c'est là où j'ai plusieurs directives de Vatrium. Je me suis fait ma vision, tu vois, toute ma vision sur du 1 an, sur du 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi ce qui est fou c'est que j'ai fait, et ce que j'avais pas avant, c'est que j'ai fait un prévisionnel mois par mois. C'est-à-dire que je sais qu'en janvier 26, on doit faire tant de chiffres, on doit être tant de personnes, on doit faire tant en pub, mois par mois. En février 26, tant de chiffres, tant de personnes, tant de pub, etc. Donc c'est-à-dire que j'ai un prévisionnel mois par mois sur des prochaines années. Tu vois, c'est un truc de dingue. Tu vois. Et donc du coup, à un moment, t'as beau faire des prévisionnels sur très longtemps, tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Tu ne sais pas dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, réellement qu'est-ce qui va se passer. Donc je me laisse la porte ouverte à me dire que peut-être que ce modèle, il évoluera un jour et que ce ne seront plus des indépendants que je prendrai, mais ce seront des salariés. Donc non, c'est pas figé dans le marbre, ni l'un ni l'autre, mais je reste ouvert. Je me dirais pas que je veux pas forcément être un réseau d'indépendants. Je veux pas être le Yadé du neuf, tu vois. Ce que j'allais dire, IAD, c'est un peu le même positionnement avec le réseau de mandataires qui a permis un scaling très rapide. Et aujourd'hui, ils ont pu couvrir même différents pays, tu vois, même pas qu'en France. Bien sûr. IAD, c'est partout en Europe. Et toi, tu as vocation à scaler aussi fort ou est-ce que tu veux te limiter à la France? Pour le moment, déjà en France, je te dire, il y a déjà beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Il y a déjà beaucoup à faire. Quoique le marché de la résidence, de la résidence principale dans le neuf en France n'est pas un si gros marché que ça. Donc forcément, on va devoir un jour s'ouvrir. Déjà, tant que tu n'as pas 20% de ton marché, tu t'en fous d'une décroissance de marché. Parce que nous, on n'en est pas encore là. Voilà. Donc on n'est pas. Le jour où on sera à plus de 20%, on se posera la question, tu vois. De ok, ça descend, on faudra peut-être faire gaffe, les gars. Mais donc du coup, mon modèle n'est pas encore. Mon modèle est sur du très long terme. Peut prendre différentes directions. Et donc du coup, j'ai 2 visions en tête. C'est soit la première de vraiment beaucoup internaliser tout ça, de faire des agences, de faire des points physiques avec la vitrine, avec du salarié, etc. Et vraiment être implanté. Ou alors de développer un réseau d'indépendants qui vont pouvoir travailler un peu à la IAD, un peu partout. Voilà. Donc je crois qu'il y a une différence entre ton modèle et par exemple un modèle gestion de patrimoine, c'est que tu fournis tes leads à tes indépendants. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils appliquent correctement les process, au bout de 1 mois, 1 mois et demi, ils vont déjà faire leur première vente et savent qu'ils vont gagner de l'argent en étant chez toi. Ouais. Alors que moi je vois beaucoup de CGP qui vont recruter des mandataires, des indépendants CGP pour développer leur activité. C'est-à-dire que c'est ces mêmes personnes qui vont devoir trouver des clients, aller taper dans leur réseau perso, signer ses clients, suivre ses clients, faire le back-office pour que le cabinet se développe. Et donc en fait, au bout de quelques mois, le mec part parce qu'il se dit soit en fait ce cabinet me fournit pas en lead, donc quel intérêt pour moi, soit en fait je fais déjà tout le travail. J'ai pas besoin de cabinet, je peux autant monter mon cabinet. C'est un petit peu ton parcours. Tu étais dans un cabinet d'indépendant, tu t'es dit au bout d'un moment, en fait si je fais tout, autant le faire pour moi-même. Tout à fait. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui les CGP ils doivent d'abord craquer l'acquisition avant de vouloir recruter à tout prix. Et quand tu as craqué l'acquisition, là tu recrutes des personnes pour traiter le flux.
Bien sûr. C'est ce que tu as fait en fait. Bah, c'est très évident en fait. Bien sûr, aujourd'hui, voilà, nous, l'acquisition, elle est mise en place, elle a mis du temps à mettre en place, ça a mis des années à mettre en place une bonne acquisition. Mais aujourd'hui, on arrive avec des budgets de pub très très conséquents, on regroupe tous nos leads au même endroit, on est présent partout. On est présent partout sur des sites d'annonces, on est présent sur SoLoger, sur Le Figaro, sur Facebook, sur Instagram, sur Google, on est vraiment implanté partout. Et tous ces leads-là sont regroupés dans notre CRM, donc tout est envoyé directement dans Salesforce. Et on a 5 personnes à plein temps qui traitent ces leads, qui les qualifient pour nos conseillers. Donc toi, tu es conseiller chez Vatrium, tu arrives et on va te donner dans ton agenda Calendly, directement dans les plages horaires que tu veux, le rendez-vous qualifié et on va te dire en fait son apport, on va te dire son projet, on va te dire ce qu'il recherche, on va en fait te le préqualifier. Donc c'est pas, on te donne pas du lead, ouais en fait le mec il est retraité, il est qualifié, ouais, c'est pas le, tu vois, et c'est pas le lead de qui a rien demandé, juste un nom prénom mail quoi. Ouais, c'est pas le mec qui décroche il t'insulte, tu vois. Ouais, c'est on te qualifie ton rendez-vous et ça il faut savoir que c'est un vrai coup chez Vatrium parce que c'est 5 personnes à plein temps qu'on a, plus c'est énormément de leads, donc on fait un gros tri pour prendre vraiment la crème de la crème des personnes aujourd'hui et c'est ce qui nous permet de fournir du lead en quantité suffisante à nos conseillers pour qu'ils aient suffisamment de ventes à la fin du mois. Donc tu as une équipe de setters, setters c'est ceux qui prennent set appointment, donc setters SDR, c'est ça, setters SDR. Ouais. Et une équipe de closers qui a pour objectif de c'est ça. Faire, ok. Et derrière tu as une équipe financement par exemple? Ou c'est la même Non, c'est en fait aujourd'hui les conseils. Nous en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans le neuf, on va aller accompagner donc le client, le conseiller. Qu'est-ce qu'il fait? Il va comprendre le projet du client. On va faire son financement. On va comprendre ce qu'il peut. On va lui décrypter son prêt immobilier en fait. Tu vois. On va lui expliquer en détail comme un banquier lui expliquera jamais. Et c'est ça, ils adorent. Donc vous montez son dossier Oui, on l'aide à monter son dossier. Aujourd'hui, Vatrium et aussi MIO BSP, MIA. Donc on aide aussi les personnes à monter leur dossier, etc. Et aujourd'hui on les accompagne sur leur étude de financement. On leur présente les biens qui vont correspondre à leurs critères et leur financement. Et ensuite on va les accompagner à la signature. Et quand c'est signé, eh bien on a tout un processus de financement où du coup là, en fait on a déjà des courtiers du coup qui sont pour Vatrium qui vont s'occuper du financement de nos clients. Donc on connaît le financement, c'est pas, le client il n'est pas à droite à gauche chez une banque, etc. Bon bien sûr on laisse le choix. S'il va absolument passer avec sa banque familiale, il n'y a pas de souci, on n'impose rien. Mais la part du temps c'est avec nos experts en financement. Et donc du coup on accompagne et quand ça passe chez le notaire, eh bien c'est à ce moment-là que nous on a la rémunération du promoteur et bien évidemment on est toujours disponible après jusqu'à la livraison pour nos clients parce que j'ai encore des clients qui ont été livrés il y a 2, 3 ans, 5 ans qui m'appellent ils m'appellent, ils ont le numéro, j'ai le même numéro depuis 10 ans, enfin depuis 10 ans, même depuis 20 ans, tu vois. Donc et voilà. Mais c'est intéressant parce que du coup vous êtes également MIO BSP et c'est un centre de profit pour vous le courtage du financement parce que pour moi c'était en effet que la rémunération du promoteur. Est-ce que le côté le financement, le fait d'accompagner le client sur le courtage du financement, ça représente un centre de profit pour Vatrium aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Ah, c'est beau, c'est vrai qu'il n'avait pas forcément. Vous n'avez pas forcément cette casquette-là de MIO BSP que la carte T, mais en effet, c'est vrai que c'est smart parce que sur tous les montants financiers, vous avez aussi votre cashback dessus, quoi. Donc, ok, fort. Alors, si vous voulez un sujet d'utilité, c'est que là, ce qui est en train de se dessiner, les taux pour 2027 vont remonter à 4%. Ok. Sur 25 ans. Yes. Là, on est plutôt à du 3,5, tu vois. 3, 4, 3,5. Ça veut dire quoi? Plus compliqué d'obtenir son financement pour les dossiers les plus fragiles. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux peut-être emprunter 300, mais si tu attends l'année prochaine, ce ne sera pas 300, ce sera 280, 270. Donc, faire maintenant. Non mais c'est vrai, oui, si tu as un projet de financement, d'autant plus si en plus tu es éligible au prêt à taux zéro cette année, fonce. N'attends pas l'année prochaine où tu seras plus éligible et les taux sont plus hauts. Parce qu'après, ce sera que des belles excuses pour dire que tu n'as pas acheté. Et on les voit, les clients, on en a plein qui ont parfois 40 ans, 50 ans, qui n'ont jamais acheté et qui disent « Oh mon Dieu, si j'avais su, si j'avais su ». Moi, on en croise tous les jours, on en voit. Il y a le coût du crédit, donc les taux, l'assurance aussi, mais il y a aussi le prix intrinsèque du neuf. Donc on sait que les matières premières, le prix avait augmenté,
Et donc pour les promoteurs, c'était compliqué soit de terminer les projets. Aujourd'hui, c'est quoi la dynamique sur Il y a beaucoup de côté projets qui ont promoteur? été abandonnés. Il y a beaucoup de promoteurs qui tirent la langue. Mais nous, on est commercialisateurs. Donc en fait, ça ne vous impacte pas en nous, on réalité. n'est pas impacté. En fait, le promoteur qui n'arrive plus à construire, eh bien, on ira vendre les projets du promoteur qui ira construire. Donc en fait, tu vois, En tant que distributeur, c'est plus simple. en tant que bah oui, parce que nous, on est là, on est intermédiaire, tu vois. Donc en fait, on va aller travailler avec ceux qui nous ont des stocks pour nous. Bien sûr. Et il y aura toujours du stock, il y aura toujours la construction. Ils vont pas s'arrêter. Après, on ne va pas s'arrêter de construire des logements. Ce n'est pas possible. Parce que moi, je suis à Gennevilliers et en face de ma fenêtre, j'ai un terrain vague. Ça fait 3 ans. Je te dis, ça construit, Il y a ouais. juste la petite maison de démonstration. Elle change. Ça change de promoteur. Ah ouais. Je sais pas s'ils se refilent le projet. Tu peux revendre pendant un projet, mois, bien t'as les sûr. tractopelles. Tu peux. On fait les trous. Ouais. Et puis un mois après, il n'y a plus rien qui se passe. Donc là, tu as dit plein de choses. Bon, déjà, c'est-à-dire que le chantier avait dû commencer, c'est-à-dire qu'ils ont dû faire le terrassement, ils ont dû commencer à creuser pour faire les fondations. Et après, tu me dis que le promoteur, il a changé, c'est ça? Bah, j'ai l'impression, oui. Et pendant longtemps, il ne s'est Donc- rien passé en fait. Bon, après, il y en a qui déposent le bilan. Donc après, il y a d'autres promoteurs qui prennent leur lait, qui rachètent leur GFA. Tu vois les changements de la petite maison là avec Donc la petite maison, c'est la bulle de vente, ouais. C'est un quartier entier. Hein. Ouais. Ils ont racheté les commerces, enfin ils ont déplacé les commerces qui étaient au rez-de-chaussée. Ils ont tout détruit. Et ça fait 2 ans ou 3 ans, c'est un terrain vague. Ça passe rien du tout sur le. Ça m'étonne pas, c'est un plein qui arrive. Mais tu sais qu'il y a des projets qui ont été déposés en mairie en 2010 et le promoteur a commencé à construire, donc le constructeur, en 2020, 10 ans plus tard. Ah ouais, donc il a mis 10 ans à lever ses fonds. C'est pas lever ses fonds, mais c'est avoir le permis autorisation purgé. Parce que tu te prends des recours. Quand un promoteur dépose un permis, bah, il peut se prendre un recours. Et après, tu pars décision judiciaire, etc. Ça peut mettre des années. Parfois, ça met 1 an, 2 ans. Parfois, ça met 10 ans. Donc, parfois, on lance des projets où en fait, ils ont fait les plans en 2015, alors qu'on est en 2026. Tu vois. Ah Ouais. oui. Donc, on dit que les promoteurs ils se gonflent, mais j'en connais beaucoup qui tirent la langue aussi. Donc c'est facile de toujours dire eux ils gagnent plein d'argent, c'est comme dans tout métier. Hein. Il y en a plein qui gagnent beaucoup d'argent, il y en a plein qui gagnent pas, et la plupart ne gagnent pas beaucoup. Ouais. Et quand ils en gagnent, c'est qu'ils ont pris leur risque et des fois le risque ils payent pas, ils en perdent et là personne leur dit tu gagnes. Ouais, c'est vrai que voilà, tout le monde voit le côté positif forcément. Ah non, ce qui est sûr, c'est que ça a été compliqué pour les promoteurs. Post-Covid, non, c'était là où c'était le plus compliqué. Tout le temps. Ouais. Non mais ouais, surtout dans le Covid. Bah, le Covid qui s'est passé, les chantiers à l'arrêt. Bien sûr. Et on a eu des clients, il y a des clients qui sont venus fous parce que pendant leur construction, elle a pris 1 an, 2 ans de Et retard. puis après, explosion du coût des matières premières, l'énergie. C'était compliqué. Bah, le promoteur, lui, il vend un prix. Donc, en fait, par le moment que le prix il est fait, il peut pas le changer. C'est-à-dire que si le fer augmente de 10%, 20%, Donc ça compresse sa marge, bah. ah bah oui, c'est c'est sur lui. exactement, ça c'est intangible. Donc, ouais. Bah maintenant, tu t'es mis à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Bah, en fait, Pourquoi est-ce que c'est ouais, dis-moi. important Parce qu'au final, là, tu as ton acquisition client qui est déjà bien rodée. Ouais. Tu as ta structure qui est en croissance. Ouais. Pourquoi créer du contenu? Bah, déjà, premier point, c'est pour le fun. Ok. Vraiment. C'est-à-dire que je le fais pas dans un but et je pense que ça se ressent. C'est qu'il y a pas des gens qui veulent créer du contenu, bon je vais pas citer de nom mais on les voit, les vendeurs de formation, etc. le font parce que c'est leur business. Moi c'est pas mon business en fait. Mon business c'est pas je vends pas de la formation, etc. Je le fais vraiment pour le fun, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un peu de tout pour le moment. Mais c'est en train de se dessiner, de faire du contenu un peu de plus en plus sérieux. Vraiment j'ai envie de créer une communauté autour de ça. Et surtout que j'ai pas trouvé aujourd'hui d'influenceurs ou de talk show, de créateurs de contenu dans le neuf qui soit pertinent pour moi avec vraiment un bon état d'esprit et quelqu'un qui va où les gens se voient en lui, tu vois. Je voulais vraiment montrer qui j'étais parce que beaucoup disent que bah en fait je suis assez j'ai beaucoup d'empathie, je suis assez tu vois je comprends les gens et je sais que j'ai envie de me faire connaître pour aussi faire connaître ma boîte, pour aussi que les conseillers chez Vatrium se sentent fiers de bosser chez Vatrium. Tu vois aujourd'hui j'en ai qui sont fiers et qui le mettent en bio et qui mettent je travaille chez Vatrium, tu vois, et j'ai envie de ça. Tu vois, et j'ai envie qu'on soit les numéros 1, mais pas forcément, pas que dans les chiffres, aussi dans le, en fait, on est les meilleurs. Tu vois, je veux qu'on rentre et que quand on va chez les promoteurs et que tout le monde sache que Vatrium qui c'est, en fait, tu vois, parce qu'en fait, on fait des trucs de fou, parce qu'on va faire des séminaires à droite à gauche, parce qu'en fait, on va organiser des trucs de dingue et parce que tu vois, je veux une vraie culture d'entreprise. Yes. C'est pour ça que le réseau indépendant, tu vois, il manquera ça. Cette culture d'entreprise. C'est compliqué de mettre une culture d'entreprise
dans un réseau d'indépendants. Parce que les mecs, tu vas faire du remote, etc. Alors que là, tu vois, on a 300 mètres carrés de bureau à Boulogne, avec un barista, avec une cuisine, avec une grande terrasse, où on se voit, on fait les réunions, on voit les clients passer, ça se check dans les mains, on fait les réunions les lundis matins, où on va parler des chiffres du mois, les prévisionnels des mois prochains. Tu vois, ça, tu l'as pas quand t'es en remote, c'est compliqué d'instaurer ça. Ouais, mais ils peuvent être indépendants et venir sur site, comme c'est le cas pour tes conseillers actuels finalement. C'est ce qu'ils font, ils sont indépendants, ils viennent sur site, il n'y a pas d'horaire, donc moi c'est pas du salariat déguisé ou quoi que ce soit, Oui, il n'y a pas d'horaire, oui, il y a des gens, mais ils viennent s'ils veulent. Ouais, c'est ouvert, c'est ouvert, ils viennent s'ils veulent. Moi, c'est 7 sur 7, c'est ouvert, ils viennent. S'ils n'ont pas envie de venir, ils viennent pas. Ils viennent parce qu'ils ont envie. Et là, hier soir, je suis parti du bureau, là, on tourne un samedi, donc hier, il était vendredi, je suis parti du bureau à 22h, il y en avait encore 2 qui étaient là, j'aurais dit, écoute, les gars, vous faites, rentrez chez vous, vous avez une femme, des enfants, je sais pas, vous avez des chiens à nourrir, tu vois, je rentre chez toi, frérot, qu'est-ce que tu fais là non, mais voilà, c'est qu'ils restent et ils sont contents de rester, je les oblige pas, quoi. Ouais, mais c'est fort, d'où l'intérêt d'avoir des personnes qui sont alignées avec tes ambitions et ta vision et qui sont prêts à compter leurs heures pour se défoncer. Bien sûr. Et ça te permet, avec le contenu, de montrer ça, d'attirer ces personnes au final. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr, c'est en montrant ce contenu-là, en fait, en montrant qui je suis. Attirer des gens qui te matchent. Et ouais, je pense attirer des gens avec qui je vais partager les mêmes valeurs. Et je l'ai déjà parce que j'ai des personnes même qui m'ont contacté. J'en ai beaucoup qui me contactent. Après, c'est de partout en France. C'est ça aujourd'hui qui est un peu embêtant, c'est que j'ai des gens dans le sud, j'ai des gens de Suisse. J'en ai beaucoup de Suisse. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'ils ont en Suisse. Mais j'en ai même des gens. Ouais, peut-être, on va savoir. Vu ce que les Français, donc. Mais j'ai beaucoup de Suisses et à chaque fois je suis là, bah, tu comptes venir en France ou pas? Non. Bon, bah, c'est compliqué de bosser ensemble, tu vois. Je pense, voiture, montre, sur la Suisse. Moi, je sais pas, on va savoir. Parce que du coup, c'est vrai que maintenant sur Insta. Ah oui, vas-y, sur Insta, tu t'es bien développé, tu as plusieurs milliers d'abonnés. On sent que tu fais vraiment l'effort d'investir dans ta marque personnelle. Quel impact ça a eu sur comment t'es perçu par un peu tes parties prenantes, par tes indépendants, par tes partenaires promoteurs, par toutes les parties prenantes un peu de Vatrium et Vatrium en général, quel impact ça a eu globalement? Tu sens un impact déjà depuis que tu as plus de visibilité? Ouais, je sens un impact, mais il n'est pas du tout dans ce que je pensais. Okay. Déjà, j'ai pas beaucoup d'abonnés, enfin, je viens de commencer. Déjà, oui, il y en a beaucoup pour qui c'est pas le cas. Oui, il y en a qui ont 300 abonnés, là je commence à avoir 5000, mais au-delà de ça, je fais 1,5 million, 2 millions de vues, tu vois, mensuels. Donc ça, tu vois, je fais pas mal de vues. Et en fait, ça m'apporte de la visibilité, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui cliquent. J'en ai même qui me trouvent via Instagram et qui au final m'appellent pour acheter, tout simplement, ou me parler de mon parcours, tu vois. Ah, Sacha, j'ai vu que ça. Et pourquoi si je poste? Parce que ça montre que c'est pas juste... c'est facile de dire, ouais, j'ai fait tant, etc. Mais... Tu vois, parfois les gens ils ont besoin de sentir de la preuve, etc. Et en fait, quand je vais montrer mon contenu et que je vais montrer que, en fait, à 28 ans, aujourd'hui, j'ai 3 voitures, j'achète des biens, tu vois, que je suis en place, que je m'achète des montres parce que j'ai fait des beaux revenus, etc. En fait, ça, tu peux pas le mentir. Tu peux pas faire semblant. Et le mec, il loue une caisse, tu vois. Bah, ça va se voir. Il y en a qui arrivent à bien le fake quand même. T'as dit quoi? Toi, c'est pas ton cas, tu vois, mais il y en a qui arrivent à bien le flex sur le lifestyle, tu vois, qui partent à Dubaï, qui font des locs. Oui, mais justement, ils partent à Dubaï. Moi, je suis en France. Oui, c'est vrai que faire en France et se montrer parce que j'ai pas peur, parce que je paye mes impôts, je paye mon IS, je paye ma TVA et du coup parce que je suis transparent par rapport à tout ça, j'ai pas peur de montrer. Ouais, t'es authentique. Voilà, je suis authentique. Et du coup, je me suis dit, c'est con quand même de pas montrer Sacha parce que t'as un lifestyle que beaucoup de gens se diraient bah en fait j'ai envie d'avoir cette vie et en fait tu peux apprendre aux gens à le faire et ben je me suis dit bon bah tu vas poster et je l'ai pas fait dans l'objectif de me dire je veux recruter comme ça etc. Je l'ai fait de base pour me dire juste je vais partager. Tu vois, au début j'ai même mis du contenu un peu perso et puis au fur et à mesure je mets du contenu de plus en plus pro parce que je vois des gens qui me disent j'adore ce que tu fais, tu devrais en parler, tu devrais en faire des podcasts etc. Tu vois. Je martèle ça tous les jours au CGP que j'accompagne ou je rencontre. Dis-moi. Déjà aujourd'hui, on s'attache plus aux entreprises, on s'attache aux personnes. Okay. Donc même si vous avez des milliers de concurrents, rien que créer du contenu, bien sûr, bah, vous incarnez et vous allez attirer des gens qui vous ressemblent. Bien sûr. En plus, il y a, je pense, 3 externalités positives. Ouais. Tu vas avoir plus de clients parce que si t'es pas visible, on peut pas t'acheter. Tu vas faire des meilleurs recrutements parce que les gens ont envie de bosser avec toi, t'aimes bien. Et même au niveau des relations fournisseurs ou partenaires, ils vont dire ok, lui, il a de la visibilité. Ouais. On peut mieux travailler avec lui. Bien sûr, et tu vois, il va nous exposer aussi indirectement. Tu parles de partenaire, et je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, j'affiche mon succès, tu vois.
Et tu pourrais te dire, oui, mais mes payeurs, donc c'est-à-dire les promoteurs, pourraient voir ça d'un mauvais œil, etc. Mais en fait, je leur cause pas de tort. Et en plus de ça, même des prestataires, parfois, il y en a certains, bon, je vais pas citer de nom, mais qui me disent, on se partage tes vidéos sur nos Slack, tu vois. On s'envoie tes vidéos parce qu'on trouve ça très drôle, machin truc. Et du coup, ça fait parler de toi. Et j'ai de plus en plus de personnes, bon déjà, ça peut paraître con, mais en fait, j'en ai pas mal parfois qui me reconnaissent dans la rue, c'est trop drôle. J'en ai encore un hier, tu vois, il vient à côté de moi, il s'arrête en scout, il me fait, hey, salut, ça va? Tu vois, j'étais là, ouais, et toi, je sais pas qui tu es, tu vois. Ça m'est arrivé pour la première fois aussi. Ah ouais? Chez Suit Supply. Et je suis parti acheter. Excellent cette marque, j'adore Suit Supply. Et yes, un mec qui m'avait contacté pour que je lui trouve un stage à l'étranger. Et moi, il se trouve que j'ai des CGP à l'étranger. Ok. Je l'avais mis en relation. Incroyable. Il me tape sur l'épaule. Ah, Alexis. Ouais, mec. T'as des CGP étrangers, c'est-à-dire? Ouais. Qui accompagnent des expatriés. À Shanghai, à Kuala Lumpur. Ah, j'ai cru qu'ils sont à l'étranger mais qu'ils vendent en France, non? Ils sont à l'étranger et ils traitent avec des Français à l'étranger Oui, aussi. ok. Ouais. Sacha, est-ce que tu as des anecdotes marrantes que tu as en tête, que tu aimerais Non. potentiellement. Rien de drôle, rien de fun dans ce métier? C'est pas drôle dans ce métier. C'est ta plus grosse vente, par exemple. Toi ou quelqu'un de ton équipe. Le plus gros montant signé sur une OP. Ouais, alors il y a rien de marrant, il y a rien de marrant. C'est quelqu'un qui m'a réservé un appartement et il a signé un contrat. Ouais, ça C'est cool. Ça répond bien à la question du chiffre. Non mais c'était quoi? Il y a des RP dans le 9 à 1 million là. Oui, t'as raison, en soi, les gens. Si tu veux claquer un petit chiffre. Dis-moi. Un petit chiffre fort en gros. Ok. Tu vois. Bah C'est quoi oui, les- j'ai déjà vendu plusieurs appartements, des 1,3 million, des 1,4 million, ouais. Ah ouais, ok. Ok. Et même, d'ailleurs, très drôle, c'est que ma plus grosse vente, c'est un mec qui a payé comptant. Et t'inquiète pas Cash. que. Ouais, donc je dirais pas les montants, mais il avait assez de millions pour acheter plusieurs étages même, tu vois. Ah ouais, ok. Donc du coup, il a pris une partie. Et c'est marrant parce que tu dois te demander la preuve de l'apport quand t'achètes comptant. Donc il t'envoie les captures d'écran des comptes. Quand tu vois les millions qui sont sur le compte, waouh. Il était très large pour. Ah ouais, il était large. Ouais, En fait, il n'y a pas de souci de financement. Le Tu lui as ouais. présenté un bien dans le programme, il a dit le programme il me plaît, mais moi 3 étages quoi. Ouais, C'est ça qui est. C'est incroyable. Et t'as déjà eu des personnalités, des stars, des sportifs de haut niveau on n'a pas eu. Ouais, si, on a eu un peu de sportifs, de footballeurs, etc. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment des personnalités connues. On a plutôt des gérants, des directeurs, etc. De beaux postes dans de belles boîtes, tu vois. Ok. C'est plus ça qu'on va croiser souvent plutôt que des personnalités connues. Souvent parce que les personnalités connues ou des footballeurs ou quoi que ce soit, ils ont déjà un agent, etc. Ouais, ça, On en a rencontré quelques-uns qui parfois vont qui nous contactent, mais non, la plupart du temps c'est des dirigeants. Ouais. Le but du podcast, c'est vraiment d'aider et de donner des pistes à des dirigeants qui se lancent sur leur activité pour éviter des erreurs coûteuses. Et donc, le but, c'est de leur donner un maximum de clés pour eux-mêmes pouvoir aller vite dans leur développement et ne pas se gourer. Est-ce que toi, tu as en tête des erreurs que tu as pu faire sur le développement de Vatrium qui t'ont coûté des mois et des mois de développement ou de l'argent ou qui t'ont ralenti réellement? Des erreurs coûteuses. Tu feras toujours des mauvais choix. Et si tu cherches à les éviter, c'est une grosse connerie. Donc en fait, j'ai aucun regret sur tout ce que j'ai fait. Et je suis même fier, tu vois, de m'être trompé parfois. Parce que si je m'étais pas trompé, c'est-à-dire que j'aurais pas pris de risques. Et donc du coup, pour t'en citer quelques-uns, j'ai eu beaucoup de problèmes de management et de formation. Ok. Parce que je comprenais pas que les gens n'aient pas les automatismes que j'ai, en fait. Et j'ai une certaine aisance à essayer de comprendre les gens, à me mettre à leur place. J'ai toujours fait attention, je suis hyper à cheval sur l'orthographe. Tu vois, j'avais fait les projets Voltaire, les trucs comme ça. Moi, tu vois. Non, mais c'est important. Moi, quoi. Non, mais voilà. Non, mais- Explique pourquoi le petit clin d'œil. non, de quoi? Ouais, je vais t'expliquer. Non, c'est bon. Non, juste, des fois, il y en a qui postulent. En fait, dans la phrase dans laquelle ils postulent, il y a une faute d'orthographe et je réponds même pas, quoi. Enfin, je supporte pas. Je supporte pas. Alors, ok, aujourd'hui, chez Vatrium, on a tout est automatisé. C'est-à-dire que les emails qu'on envoie, il n'y a pas de rédaction. C'est-à-dire que tous les emails sont déjà préfaits, etc. Et tout se remplit automatiquement avec le CRM, etc. Mais quand même, quoi, mec, fais un effort, quoi. Je sais pas, tu postules dans un truc, tu vois.
C'est pas tous les jours, tu fais un effort quoi, tu vois, tu envoies pas un message ou un mail avec des fautes, enfin je sais pas. Non mais sérieux, ça me rend ouf. Non, mais c'est vrai que pour le client, tu perds toute crédibilité face à un client. Ah oui, bien sûr. Si à moi il fait la faute, il va faire la même chose avec les clients et quand tu vas tomber face à un client qui est de cadre dans une belle boîte et tout, qui est hyper à cheval, tu vois les profils un peu bleus, rouges, qui vont être un peu carrés, etc. S'il voit que le mec il annule la minute et que ça passera pas. Bien Et sûr. tu feras, ce sera facile, tu feras des clients qui auront des plus petits budgets, mais tu n'arriveras jamais à level up. Tu vois. Et donc du coup, problème de formation, parce que je pensais que les gens étaient comme moi. Allaient comprendre, avaient vraiment cette motivation qui les rongeait. Et en fait, la plupart des gens aujourd'hui ont aussi une vie personnelle qui est importante pour eux et n'ont pas envie de consacrer toute leur vie autour du boulot, etc. Et donc je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas se donné comme moi, ce qui est normal. Et à l'époque, je ne le comprenais pas. Je me dis quoi, mais attends, tout le monde ne veut pas avoir la vie de rêve et ne veut pas. En fait, non, il n'y a pas que l'argent dans la vie, tu vois. Il y a ok, tu fais de l'argent, mais parfois, pour certains, le plus important, ça va être de rentrer chez eux, d'être avec leurs enfants, tu vois. Et ça a beaucoup plus de valeur. Et d'ailleurs, je le comprends de plus en plus je vieillis. Et plus je me dis, en fait, que je préfère passer du temps en famille ou de me rapprocher de mes amis plutôt que finalement de faire de l'argent, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que ça se sent chez Vatrium qu'aujourd'hui, mon but, c'est pas de faire un maximum de bénéfices. En 2025, Vatrium a dégagé très peu de bénéfices. Vraiment, on n'est pas loin de la perte. Parce qu'en fait, je regarde pas, on investit, on s'en fout, on envoie l'argent. Moi, j'ai l'argent de côté parce que ça fait 10 ans que je suis dans l'IMO, que j'ai fait beaucoup de ventes. Maintenant, je suis prêt à en perdre. Je suis prêt à en perdre parce que je veux construire un monstre. Mais est-ce que tu penses que tu te serais focus là plus sur les questions famille, amis? Tu te focuses sur ces questions car maintenant tu as la sécurité financière? Ouais, un peu plus, ouais. Ou alors tu te dis, bon, même si j'ai pas la sécurité financière, demain je me focuserai sur famille, amis? Non, tant que financièrement je suis pas à l'aise, il y aura que ça qui compte. Yes. Parce que c'est la base solide, c'est ce qui te permet de te dire si tu veux, en fait je prends mon après-midi pour passer du temps avec ma mère, parce que je peux aller voir des amis, parce que je peux me prendre un week-end, parce que je peux aller avec ma copine partir pendant 4 jours sur un coup de tête du jour au lendemain comme ça, je sais pas, à Dubaï ou je sais pas où, ou en Grèce, ou voilà. En fait c'est cette liberté moi. Et en fait ce que je cherchais dans l'argent, c'était pas l'argent en soi, tu vois, je suis pas un pissou, je cherche pas à le garder pour moi. L'argent, ce que ça permet. Ouais, c'est la liberté que ça t'apporte derrière. Yes. Tu vois, c'est ça que je recherche. C'est pouvoir me dire un jour, en fait, si j'ai envie de m'acheter une voiture, ou si j'ai envie de pouvoir me faire tel restaurant, ou si j'ai envie de pouvoir aller à tel endroit, je veux pas sentir une barrière parce que je me dis, ah putain, non, mais si je fais ça, je vais être dans le rouge. C'est ça, en fait, mon objectif. Tu vois. Le confort financier. Ouais. Très clair. Yes. Et moi, typiquement, j'ai un pote qui est dans l'IMO aussi. Ouais, mais c'est qui tu peux pas dire. Non, qui est pas à son compte, il bosse dans une agence. Mais c'est quoi alors ouais, c'est quoi Maurice Immobilier, je crois. Je sais pas si Ok, ça te parle. ok, Ça te parle peut-être un peu, ouais, ok. Lui, alors c'est plus dans l'ancien, c'est pas du tout dans le neuf. Mais je me demandais, tu vois, est-ce que si demain ça l'intéressait aussi de faire du neuf, est-ce que le mandataire, enfin l'indépendant qui est chez Vatrium, est-ce qu'il est forcément exclusif à Vatrium ou est-ce que il pourrait envisager Double casquette. Ouais. Ok. Bah oui, tu peux chez nous, parce qu'on a des personnes qui travaillent chez nous qui sont aussi courtiers en parallèle. Ok. Donc c'est-à-dire qu'ils sont courtiers, ils bossent dans une structure, et nous on fait un contrat en fait d'agent commercial indépendant. Ok. Donc on n'a pas, alors bien évidemment tu ne peux pas aller travailler chez un promoteur ou chez un concurrent direct, mais tu peux faire une autre activité. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que on te met des rendez-vous dans ton agenda, sur les créneaux que tu veux. Donc si toi ton objectif c'est d'aller gagner plein d'argent, de faire plein de sous et de faire plein de ventes, il te suffira de t'organiser dans ton agenda pour ouvrir déjà ton agenda du lundi au samedi. Parce que déjà si tu fais une double casquette c'est comme ça, il faut travailler le samedi, hein, mais qui veut à la fois être agent immobilier dans l'ancien et faire du neuf en plus et qui veut bosser 4 jours par semaine, il y a un souci, tu vois. Non, frérot, tu vois, tu peux pas, tu veux l'argent du beurre et tu vois. Et donc du coup oui, on travaille avec des courtiers qui font du financement et qui aussi sont chez Vatrium. Et pourquoi est-ce qu'ils sont venus chez nous? Parce qu'ils avaient des problématiques de lead. Parce qu'ils sont dans des boîtes de courtage, ils n'avaient pas suffisamment de lead et tout. Alors que nous, on a une machine à lead qui est géniale. Donc en fait, c'est ça qui les attire. T'as dit quoi? Ils se poussent leur lead sur le. Ah oui, mais le courtier, les courtiers au début, ils m'ont dit mais attends, c'est incroyable Sacha, ils viennent chez moi. On leur donne du lead gratuitement, ils n'ont rien à avancer, etc., à payer quoi que ce soit. On leur donne tous les outils, on leur explique, on fait une formation, on fait un séminaire d'entreprise, on les emmène, on kiffe, tu vois. Et en plus de ça, derrière, je t'apprends à leur vendre les appartements, ce que tu ne savais pas faire parce que tu étais courtier. Et en plus de ça, tu vas aller
faire leur financement d'ailleurs. C'est lunaire. Demande le peuple, ouais, bien sûr. C'est lunaire. Magnifique. Et donc les quelques courtiers que j'ai pris pour le moment, ils m'ont dit non mais il y a un loup, c'est pas possible. Ils disent non, si le loup c'est que tu dois, vas-y bosse. Ouais, le loup c'est fais des rendez-vous et sois bon quoi, tu vois. Yes, bah du coup, Sacha, si on veut soit travailler chez Matrium, soit trouver une RP dans le neuf, comment est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, sur le site Bah écoute, tu peux, je sais pas si tu vas afficher mon numéro de téléphone, m'appeler directement. Ok. Tu veux qu'on affiche ton numéro de téléphone? Ouais, enfin, ouais, carrément. Enfin, je peux être le premier contact. En fait, moi, je suis ouvert, voilà, donc tu peux m'appeler. Sinon, ce que tu peux faire, c'est tu peux aller directement taper sur Instagram Sacha Sitbon, SACHASITBON, ou tu me retrouver sur LinkedIn. Je fais des posts de temps en temps, mais c'est surtout sur Instagram, voilà. Génial. Ou même. Vatrium Immobilier sur Instagram, donc VATRIUM Immobilier. On met des petites photos de l'équipe, de l'avancée, de ce qu'on fait, donc n'hésitez pas à nous suivre. Nickel. De toute façon, on va vous mettre tout ça en bio, que vous puissiez retrouver directement les réseaux de Vatrium et de Sacha directement si vous voulez le contacter pour peut-être les agents IMO qui nous regardent ou les futurs primo-accédants ou acquéreurs de RP. En tout cas, je pense que c'est un épisode très intéressant. Ouais, c'est grave cool. Nous, J'adorais. gestion de patte, on n'avait pas forcément la casquette IMO 9 RP. Donc c'est vrai que beaucoup de valeur, j'en ai appris pas mal sur ce marché-là, les débouchés dans les années à venir. Trop bien. Et donc merci à toi Sacha, on espère que tu as Merci passé à vous aussi deux. un beau moment et que Carrément. l'échange t'a plu. On fait ça quand vous voulez. Super, écoute, à très bientôt et encore merci à toi. Merci à vous. Sacha.